son. Ah, attends, le son est bon. Sbolad, Lakshmi. Salut, salut. Je suis ça. Salut Barcelona. Salut, salut. Salam. Salam Barcelona. Farid, Tari, Kader, Kader Avjik, le plus bel parmi les fidèles du live. C'est un passionné, un Kader Avjik. Avjik, Avjik. Bekari Salam, Nadir, salut, bonjour. Salut Sada, Zaden. Linda, Linda, phobie des turbulences. Mais non, t'en fais pas, les turbulences, ça existe que dans la tête et ça se ressent, que c'est rien. Les 350 sont annulés, c'est vrai, oui, apparemment, d'après ce que me disait Volad, puisqu'il est sur place. Et ce qui est un petit peu normal, puisque les moteurs sont différents de ceux des 330. Donc, ils voulaient rester sur la même gamme, c'est-à-dire amener des néos. Voilà. Tic, 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 tic. Allez. Oui, dommage, oui, mais bon, c'est pas les 330 Neo, c'est un super, super avion. Certains commentaires. Je trouve le plus grand défaut de l'information, c'est le coût. Oh là. Bon, bon. Batara, Jalil, Yada. C'est normal. Il y a combien de compagnies en Algérie? Compagnie de transport commercial, il y a Air Algérie et Tassili. Le reste, c'est des compagnies de service. Kima, Algérie Express, Star Aviation. Au début de la promotion, c'est le coût. Oui, mais c'est pas un défi, c'est la vieille question si tu commandes des pilotes là. Marwan, je n'ai pas d'idée à ce sujet, mais je pense que si tu as ton CPL, ATPL ou là, et tu peux appliquer au niveau de la RAM, et je pense qu'il demande nationalité marocaine aussi, comme tout le monde. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il demande nationalité marocaine. Donc si tu es marocain et que tu as les prérequis pour ça, ben, tu peux demander et pouvoir appliquer chez la RAM. J'ai un projet de vol low cost au Sahara, est-ce possible? Oui. Tu as l'autorité qui s'appelle l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile. Tu déposes ton projet au niveau de l'ANAC. Il est normalement étudié, surtout en ce moment, parce que ça les intéresse. Et ils te répondront pour voir, pour aller plus loin avec eux, quoi. C'est possible. C'est très possible. Aussi, il faut savoir que pour créer une compagnie, quelle que soit la compagnie, que ce soit local, il te faut le projet, l'étude technico-économique et le financement qui va avec. Et ne pas compter sur les banques ou là sur le monde du leasing.
Oui, Mohamed, salut, Amine, Salut Nordine, ça va? très bien. راك وحدك اليوم راك سولو. Je viens de commencer. Le temps que, Ah d'accord. le temps que TikTok envoie les notifications. Ah d'accord. Ça Ouais, va? ça va. Mais ça va quand même, il y a du monde, il y a des questions. Bah oui, il y a Abdelkader qui est très intéressé et très intéressant puisqu'il se renseigne surtout à Abdelkader Abjik. Il y a qu'ils ont annulé deux Ouais. 37 900. C'est très possible. Tu es au courant de ça ou pas? Les Ah 37 ouais, 900. aucune idée, moi. Aucune idée. Abdel Mohamed Daoud, il est commandant de bord sur 37 800 sur NG. Donc il n'est pas au courant. Donc apparemment, il n'y a pas Non, moyen. je suis pas au courant. Parce Je que suis je pas sais au qu'ils courant, je sais pas. ils ont commencé des max, des 37. Mais Peut-être, hein. oui, oui, mais comme à l'Ebenesh. Et du autant Ouais, du même pour constructeur. les Airbus. Ouais. C'est ça, Zach, c'est le constructeur. Parce que c'est étalé jusqu'à 2027, de 2024 à 2027. Je crois que le premier avion il devait venir en 2027. 25, 27. 27, voilà, et c'est Mais constructeur. je ne sais pas si c'est Airbus ou la Boeing. Airbus, ils ont abandonné le 350, ça y est, parce qu'à cause des moteurs. Même la ما يخدمناش. Non, mais ما يخدمناش la maintenance, ماشي maintenance. C'est le handling, mais le handling, c'est surtout à cause des gars du sol. C'est des. Exactement. Parce que là, c'est les longs carbone et tout. Exact. Alors, s'il est touché, l'évêque qui a compris, mais c'est minimum 2 mois d'immobilisation et encore, je suis gentil. Et en plus, deux avions, ما عندك ما دير بهم. C'est soit تجيب une flotte, ou là, c'est pas la peine. Salam alaikum. Salut Zach, finalement Ça tu as va? réussi à monter. Alhamdoulilah. Ah oui, ce qui paraît, il y a beaucoup de retard hein, côté de chez Décidément. Boeing et Oui, ça risque de s'empirer quoi. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur certification, leurs fournisseurs. La dernière fois, il y avait une intervention justement sur ça et il disait que c'était même des petits composants. Hein. Par exemple, simplement l'interphone cabine, par exemple, la pièce elle est manquante, ça retarde d'1 an quoi. tu parles du 37. Du 737, oui. Oui, mais Mais même déjà, ATR, même ATR chez du côté européen, les ATR, ils ont quelques problèmes, notamment aussi. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais c'était un petit bouton. C'est juste un petit bouton pour une lumière. Et vu que le fournisseur, donc le sous-traitant, il avait fait faillite, le temps de retrouver un fournisseur, de l'homologuer, etc., c'est pareil. C'est trop long. exact, exact. De toute façon, c'était prévu pour les 37, c'était prévu à ce qu'ils prennent du retard et c'était prévu qu'ils commenceraient à livrer les 37 à partir de 2027. Ouais, Bon, maintenant, comme dit Double Brown Supply Chain, elle a beaucoup de problèmes. Ils sont en train de les résoudre un à un. Bon, ça va prendre du temps, hein, ça c'est clair. ouais, c'est ça le problème. Puis c'est vrai que nous, en plus, nos avions commencent un peu à prendre un peu d'âge. Comme Kilo Alpha, Kilo Bravo, quand même, faut, tu vois, c'est pour ça, il faut anticiper, quoi. Ce serait bien d'anticiper au maximum. Oui, mais écoute, l'âge d'un avion, d'après moi et d'après le technique, c'est à partir de 25 ans d'âge, tu commences à. Vraiment, ok. Hmm. Pourquoi? Parce que c'est surtout le cycle de train, Ça, ouais. l'utilisation, le potentiel moteur, c'est ça qui joue. Et la fatigue cellule. Bon, tant qu'il n'y a pas de Oui, cric, l'anomalie. voilà, tant qu'il y a de. Comme les Airbus, c'est plus simple. Les Airbus, c'est plus simple. Les Airbus, c'est des panneaux. Les Airbus, je parle 330, 200, c'est plus simple. C'est des panneaux rivés. Hmm. Donc, c'est des changements de panneaux. Mais Ouais. comme, par exemple, heureusement qu'ils n'ont pas pris le 350 entre nous, parce que c'est du monobloc en carbone, fibre de Hmm. carbone. Ouais, Donc, pour la technique, c'est beaucoup trop compliqué, c'est coûteux, c'est. Mais en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, tu me dis, mais je crois, les techniciens Terna, ils sont pratiquement les seuls à être qualifiés pour intervenir sur les 737 NG au niveau du servomoteur, non? pas les seuls, mais ils Mais ont la PRS, exactement. Ils sont formés sur ça. Ils ont la PRS en 47 médicaments. Donc, ils sont très formés pour le 37 New Generation. Donc, toute la gamme 600, 400, enfin 4, 600, 700, le 800. Maintenant, même pour le 37, ça va être le max, ça va être une continuité. oui, À part l'avionique qui est un peu
plus amélioré par rapport au 37, c'est-à-dire les grands écrans. Le reste, c'est pratiquement pareil. Même le moteur, si tu veux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont avancé le réacteur. Ouais. Ils doivent avancer par rapport aux anciens 37. C'est pour qu'ils puissent avoir une longueur adéquate pour le transport de passagers. Bon, ben on verra bien comment ça va Ouais, se c'est ça. dérouler. Après, on verra bien, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et franchement, c'est vrai que c'est. Mais tu sais, là, ça fait. Là, si je vais raconter une petite blague, ça fait 5 fois que je pars sur Charles de Gaulle cette semaine pour chercher les gens à droite à gauche. Et à force d'aller à Charles de Gaulle, cette nuit, j'ai. Cette nuit, avant de m'endormir, je sais pas pourquoi, j'ai rêvé quoi d'Air Algérie de 37. Et j'ai rêvé qu'on était dans le 37 tellement je vois Air Algérie et Charles de Gaulle. Franchement, ce qu'il y a, j'ai vu Kilo Fox. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Si, parce que bon, généralement, il vient des bases, hein, donc. Bon, Alger, il n'y a que les 330, je pense, qui viennent. Les 330, c'est la période elle. Ouais. Mais à partir des bases, c'est les 37 qui fournissent un petit peu qui font ces vols-là, Tlemcen, Steak, Djeya, Naba, Constantine. Enfin, même Constantine, c'est 330 des fois. Mais en ce moment, je pense qu'ils vont changer les versions à cause des vols sur le Hajj, sur la période Hajj. Donc, je pense qu'ils utiliseront beaucoup plus les 330 sur ces vols-là. Et vu qu'ils font aussi en même temps le long courrier, le Pékin plus de Montréal. Heureusement qu'ils ont affrété, parce qu'il y a le High Fly qui fait les Dubaï, je pense, en même temps, et les Montréal. Voilà. Et concernant la météo, tu as des petites informations. En ce moment, la météo est pas bonne du tout. Tu as vu, il y a beaucoup de zones de turbulence, il y a des perturbations, je sais pas quoi. Ils parlaient sur au niveau météo qu'il y avait des blocages en Ouéga, Nordin, etc. Oui, Mohamed. Oui, Amine. Attends. Que Oui, c'est Amine. ça. Attends. Tu voulais dire quelque chose, Amine? Attends. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que tu as une mauvaise connexion, Amine. Attends, je vais te couper le. Zach. Là, au niveau météo, tu sais, on en parlait aussi hier. La météo n'est pas une science exacte. Et le problème en ce moment, c'est quand les gens parlent de changement climatique, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Mais c'est une réalité avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un réel changement climatique. Et ce qui se passe, c'est que il y a dans des régions où les dépressions sont récurrentes, comme style du côté de l'Angleterre, du côté en descendant quand il y a le conflit mer-continent, par exemple, vers la Turquie et tout. Et ça génère un peu tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas parce qu'il y a eu 2 vols où il y a eu des problèmes de turbulence que la météo est une force extraordinaire qui fait chambouler tout le monde. Non, ça peut arriver n'importe où. Et le problème, c'est que pour les turbulences, il n'y a que des prévisions sans qu'il y ait un truc très sérieux pour les détecter à bord. Bon, ben c'est quand il y a un pilot report, quand on consulte les thèmes, si les cartes météo et tout, qu'on voit qu'il y a des zones dépressionnaires, ben, il faut éviter un petit peu de faire ça. Bon, les vols transatlantiques, généralement, les pilotes aiment bien voler sens contraire des jet stream pour être poussé le plus vite possible et pour arriver le plus rapidement possible. Des fois, c'est des turbulences en air clair, tu n'as rien, et d'un seul coup, ça commence à turbuler. Ouais, Bon. c'est ça. Mais après, ça, c'est le truc, le problème avec les Boeing, quoi, les journalistes aussi, toujours maintenant. Il y a un Boeing qui fait une petite. Ouais, mais bon, les journalistes, comme dirait JB, est là pour en parler. Salut JB, on le salue, il va nous parler un peu des changements. Salut, salut les amis. Oui, Salut. concernant la turbulence salut en mon air ref. clair, euh, salut. La turbulence en air clair, bon, ben, il y a des endroits où c'est réputé, dans certaines zones d'un jet stream, etc. Et puis, il peut y avoir des zones totalement imprévisibles, avec des gradients de température assez aberrants qui génèrent à un endroit précis, sans que ça puisse pour autant être vraiment anticipé, qui génèrent de la turbulence en air clair. Donc, comme disait Nordine, c'est là où on voit que la météo, même si c'est une science qui se base sur la thermodynamique et tout, l'atmosphère c'est tellement complexe qu'on ne peut pas prévoir
à tous les coups où ça va se produire, hein, c'est tout. Hein. Exactement. Ça, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah, c'est tout. Bah, je vais vous laisser. Et puis, bon live. À la prochaine, Inch'Allah, ou demain. Quand tu voulais monter la dernière fois, tu n'arrivais pas à monter, c'était pour une question, je pense. Non, c'était pas seulement pour ça. Non, c'est parce que c'était par rapport. Bah, c'était aussi un peu la météo, tout ça. Mais en fait, j'ai remarqué dans le live, pour monter, il faut que, par exemple, toi, tu es en live et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui est également, qui monte déjà avant pour que moi, je puisse monter. Non, si tu as 1000 followers, je peux te faire monter parce que moi, je t'accepte ici et c'est tout. Parce que là, par exemple, là, quand il y avait quelqu'un, et ben là, j'ai pu faire la demande. Mais quand il y a personne, il y a que toi qui parle, eh ben je peux pas, il y a pas je peux pas faire la demande. Non, tu fais la demande, ça apparaît chez moi. Maintenant, il peut y avoir des modérateurs qui te font monter aussi. Donc, D'accord. voilà. Eh ben, c'est ça. Salut. Allez, bonne journée. Salut, salut Zach. Allez. C'est comme les tremblements de terre, c'est imprévisible. Oui, ah oui, Pas comme les tremblements de terre. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut pour que de la turbulence en air clair se produise, c'est des phénomènes extrêmement restreints de gradient de température. Et donc, c'est difficilement prévisible. Encore une fois, les zones où on s'y attend, la probabilité pour qu'il y ait de la turbulence en air clair, elles sont connues au voisinage des jet streams. Et encore, c'est pas à tous les coups qu'on a la turbulence, mais la probabilité est plus importante. Mais en dehors des jet streams, il peut y avoir de la CAT de manière totalement imprévisible. Hein. exactement. Amine, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, tu as été déconnecté. Amine, tu ouvres ton mic, s'il te plaît. Amine. Oh, Amine, des fois, tu as une mauvaise connexion. Attends, je vais te demander d'ouvrir ton mic, mais je ne sais pas si tu. JB, tu sais, des fois, il se met à l'écoute comme ça, ensuite il fait la sieste, ou là, il dort. Il est capable. Il est capable. Ou là, des fois, il est gêné, je pense pas. Des fois, il a ses enfants juste à côté, et donc il veut pas perturber le live avec ce qui est un peu logique. Est-ce que vous mettez des bas de contention sur les longs courriers? Non, on n'en a pas besoin, puisque là, les pressurisations, si tu veux, enfin, les avions sont bien, sont bien conditionnés, enfin, le conditioning marche très bien. Et en plus, le pilote peut faire les 100 pas les 100 pas pour passer le temps. Mais il est d'abord sur un long courrier, il est obligé de quitter son poste de travail. Si par exemple, je vous donne un exemple, sur un vol qui m'a Alger-Pékin, c'est à peu près 11h40, entre 11h40 et 12h. Il y a deux commandants et un pilote, et il y a à peu près 4 heures de repos pour chacun. Voilà, donc le plus important, c'est de quitter son poste de travail et se mettre en position 180 degrés, c'est-à-dire se reposer. Maintenant, il peut quitter son travail sans dormir, mais il est obligé de quitter son poste de travail, aller au crew rest, et il peut bouquiner, regarder un film ou là se reposer, up to him. Et voilà. Et donc, voilà ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bas de contention. Il y en a peut-être qui ont des problèmes. Il peut y avoir des gens qui ont des problèmes de retention, de rétention d'eau, ou là, vu l'âge, ou là, beaucoup de choses. Et ils peuvent mettre des bas de contention. Bon, c'est possible aussi. Tu voudrais ajouter quelque chose, JB, pour ça? Je voulais juste rajouter que parmi les PNC, en tout cas chez les femmes, il y en a quand même pas mal qui mettent des bas de contention parce que comme elles sont debout pendant le vol, là, elles ressentent beaucoup plus le problème. Et avec la descente, en fait, du sang dans les jambes. Il y a quelqu'un qui pose une question intéressante. Salut, comment devient-on instructeur? C'est la compagnie qui le propose. Bien sûr, on devient pas l'instruction. Devenir instructeur n'est pas forcément un acte de carrière. En tout cas, il ne doit pas l'être. Deviennent instructeurs, d'abord,
effectivement, c'est la compagnie qui propose à quelqu'un de devenir instructeur. Moi, je parle des instructeurs sur pour les avions de ligne. Hein. On ne parle pas des instructeurs sur les petits avions. C'est la compagnie qui propose. Et donc, on subit un stage spécifique qui comporte la psychopédagogie, etc., l'enseignement sur les méthodes d'enseignement, sur la communication, etc., etc. Facteur humain. Et à partir de là, facteur humain bien sûr, et à partir de là, on devient instructeur. On fait également de l'instruction comme instructeur, c'est-à-dire qu'on fait du simulateur avec un instructeur. Et on fait également, quand on faisait des vols locaux, tout au moins, à l'époque où on faisait encore des vols locaux, on part on part avec un instructeur qui nous instruit comment faire des vols locaux avec des élèves. Voilà. Et ensuite, bon, la bonne méthode, il y a pas mal de compagnies qui l'adoptent pour que l'instruction ne soit pas le monopole de certains et pour l'éternité. Il y a un renouvellement dans beaucoup de compagnies, il y a un renouvellement du collège des instructeurs par partie au bout d'un certain nombre d'années. Alors par exemple, ça va être un tiers du corps instructeur tous les 3 ans, par exemple. Hein, ça peut être ça. Je crois que c'est une bonne chose parce que quand on est instructeur, il faut faire attention à ne pas tomber dans la routine parce qu'on a tendance en fait à rester dans notre zone de confort pardon, et à n'enseigner et à ne parler que des trucs qui nous intéressent. Et donc, à ce moment-là, on risque de rater un peu quelque chose. Hein. Donc, enfin, je parle surtout quand il s'agit d'instruction en ligne, parce qu'au simulateur, bon, là, au simulateur, c'est autre chose, parce que de toute façon, on est obligé de suivre un syllabus, un scénario de séance, etc. Donc, là, on est obligé de parler de tout. De tout. Mais en vol, en instruction en ligne, on peut effectivement, pendant la croisière, avoir des sujets favoris et avoir tendance peut-être à ne parler que de ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le fait d'être instructeur est une chance extraordinaire parce que ça nous donne une opportunité d'apprendre beaucoup plus pratiquer au simulateur et tout, et de nous remettre en cause. Parce que je voudrais juste, vous savez, dans les séances de simulateur, on ne fait pas toujours quand on fait des séances de simulateur complexes, dans ce qu'on appelle le Line Oriented Flight Training, ce qu'on appelait en tout cas le Line Oriented Flight Training, où on met l'équipage en position de prendre des décisions, etc. On fait des scénarios et en tant qu'instructeur, on pense que la bonne solution est telle, de faire tel ou tel truc. Et puis des fois, on tombe sur des équipages qui prennent des décisions qui ne sont pas tout à fait celles qu'on aurait privilégiées, nous, en tant que commandant de bord. Et puis, on réalise que, tiens, mais c'est pas si bête que ça. Et donc, ça nous remet en cause. Et même si la solution trouvée par l'équipage est moins bonne que la nôtre, il faut encore être capable d'expliquer à l'équipage pourquoi, à quel moment les marges de sécurité ont été diminuées, etc. Donc ça demande un énorme travail de remise en cause, d'analyse du travail de l'équipage que l'on est en train de former, etc. C'est une opportunité extraordinaire. Et si toute personne qui a la possibilité de devenir instructeur doit saisir cette opportunité. Voilà. S'il le ressent comme étant une de ses compétences. Exact. Et en plus, il faut savoir que l'instructeur, comme disait alors JB, fait partie d'un collège d'instructeurs qui est renouvelé en partie tous les 3 ans, du moins chez Algérie. Et l'instructeur est remis, il passe aussi un, un test d'aptitude au simulateur pour prouver sa qualité d'instructeur avec un équipage, avec un autre instructeur. C'est-à-dire, c'est quelque chose de police des polices, quoi.
Et chaque année, ça se fait. Et l'instructeur, enfin l'examinateur de l'instructeur, qui fait partie du collège lui aussi, qui est instructeur, délivrera un document disant que l'instruction a été à cet équipage a été dispensée dans les normes et ceci, cela. Donc le gars, il peut, il manque à son devoir, il peut être rappelé à l'ordre ou carrément proposition pour être enlevé de l'instruction. Ça, c'est déjà vu pour X raisons. Voilà. Salut Sam, t'as laissé attendre un peu. Oui, bonjour monsieur, bonjour Nordine, monsieur JB, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Euh, vous parlez de l'instructeur. Je pense que, comme on dit qu'il y a de bons et de moyens pilotes, pour ne pas dire mauvais, il y a aussi de bons et des moyens instructeurs. Je pense que l'instructeur, c'est son niveau de communication qui joue un rôle très important dans la façon dont il doit transmettre l'information et doit transmettre le training. Dans sa façon de détecter les faiblesses de l'équipage ou d'un membre d'équipage. Et aussi, l'instructeur est toujours remis en cause, comme a dit Nordin, par la police des polices, qui est par exemple chez nous la standardization, c'est-à-dire à chaque fois, il y a des fois des séances de simu où il y a quelqu'un qui rentre sans prévenir et dit voilà, je suis là pour vérifier, checker la séance. Et donc, il n'est pas là pour les trainees, c'est-à-dire pour les élèves, il est là pour l'instructeur. Et l'instructeur, il doit vraiment faire très attention à ce qu'il dit, à comment il fait passer sa séance, etc. Mais pour résumer un peu, je pense que la communication et le knowledge de l'instructeur jouent un rôle très important dans le déroulement de toute l'instruction, quelle que soit en ligne, simu, etc. Absolument, oui. Nordin, Oui. si je pourrais me permettre, je veux revenir juste sur un sujet que vous avez abordé hier, mais bon, j'étais à l'écoute, je ne pouvais pas intervenir, Ouais. sur le fait que dans quelques années, je ne sais pas combien d'années, toi tu penses que ça va être dans 350 ans, que l'aviation va passer à un pilote, voire zéro pilote, comme Double Blanc a dit qu'il y avait sur un avion un bouton appelé Home, et on appuie sur ce bouton et l'avion revient. Moi, je pense que ce jour-là n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que quand on vole JB ou Norden ou les gens qui ont fait de l'aviation, il n'y a pas que l'automatisme qui gère un vol. Il y a aussi l'être humain qui a son évaluation. Il évalue les situations qu'il a, il évalue sa météo. C'est pas que le radar météo qui nous donne une météo et l'avion dévie cette météo. Non, c'est l'être humain qui choisit où il doit dévier, comment il doit dévier, est-ce qu'il a des terrains, Il ne faut jamais dire terrains, jamais. etc. Sauf qu'il ne faut jamais dire jamais. Je pense que c'est très très difficile. C'est très difficile. Aussi, l'être humain, le pilote, c'est un être humain. Il a des besoins physiologiques. C'est-à-dire que cet être humain, il doit dormir, il doit aller aux toilettes, il doit manger, il doit faire beaucoup de choses. Donc, il ne peut pas rester collé à un siège. Comme moi, je fais que du long courrier, enfin pratiquement beaucoup de long courrier. Je ne peux pas être collé à un siège 15 heures. Il faut que j'aille dormir. Comment, quand je vais dormir, c'est qui va prendre le relais? C'est un autre pilote? Comment il va être seul? Non, En il y a- plus, quand on ne dort pas, pardon Nordine, quand on ne dort pas, on a aussi des phases de contrôle de reste. C'est-à-dire, on est là, on est sur le siège, mais on dit aux collègues, on lui dit, voilà, est-ce que je pourrais fermer les yeux 30 minutes? Parce que j'ai besoin, mon corps a besoin de fermer les yeux 30 minutes, donc je ferme les yeux 30 minutes. Et si je suis seul, comment je fais? Donc tout ça font que je ne pense pas qu'un jour, 350 ans, oui, mais dans 50 ans, je ne pense pas que on volera sur un avion avec monopilote ou voire pas de pilote. Samy, ce que tu disais à propos des évitements, j'en parlais hier avec des gens qui ne sont pas de l'aviation, et justement, ils me posaient cette question, est-ce que les... Et je disais, bon, je prenais l'exemple suivant, je dis, bon, sur le radar,
on voit plusieurs cellules. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire à un système automatique? On va lui dire ne passe pas entre deux cellules si la distance entre ces deux cellules est inférieure à telle distance qu'on va fixer dans le programme. D'accord? Et à ce moment-là, le système automatique va mesurer la distance entre les cellules pour symboliser. Hein. Et puis, il va éventuellement trouver. Et il peut très bien se trouver une situation où, devant l'avion, aucune des cellules ne répond aux critères fixés par l'automatisme. Et bien, l'avion, dans ce cas-là, à la limite, il va faire demi-tour. Alors qu'un pilote, lui, va trouver le moyen de s'en sortir et de passer au travers de tout ça avec le moindre mal. Par exemple, c'est un exemple que j'ai donné. Ça y est, c'est bon, mais ça, sauf que, sauf que, ce qu'il est en train de se faire, bon, pour l'instant, ça reste encore un truc expérimental, mais croyez-moi qu'ils accélèrent le process, d'après ce que disaient, tu sais, les forums qu'il y a en ce moment, un petit peu worldwide, aux États-Unis, au truc, au Mexique, pour la semaine prochaine, nous disait Sabri à Londres, en Angleterre, il y a aussi une rencontre. Ils ont des données sérieuses, des données des avancées technologiques qu'essayent de mettre en place ces constructeurs et les politiques, hein, en parallèle avec les politiques d'ailleurs. Maintenant, comme tu dis JB, pour les évitements, ceci, je ne veux pas m'avancer sur le tableau technologique, ce n'est pas trop mon domaine. Moi, je suis un utilisateur comme tout le monde, j'ai utilisé la technologie et j'utilise toujours la technologie, que des fois, j'arrive pas trop à maîtriser, mais je suis certain qu'ils ont une idée derrière la tête. Et ils vont commencer à le faire, et ils préparent les gens mentalement, psychiquement. Déjà, ils ont commencé avec les taxis drones à Dubaï, en Chine, ça au niveau déjà terrestre et aéronautique, c'est-à-dire même des taxis volants. Donc ils vont préparer, même s'il n'y a pas d'adhésion au début en masse, je suis sûr que, bon, disons, je rigole quand j'ai dit 350 ans, mais ça va se faire. Obligatoirement, un jour, ça va se faire. Ça se fera, encore une fois, sur des probabilités d'occurrence. À partir du moment où la probabilité d'occurrence d'un tel événement sera considérée comme acceptable, car n'oublions pas tout ce qui concerne la gestion des risques, et on est tout à fait dans cette notion-là. La gestion des risques, c'est une affaire de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. On le voit par exemple, on voit dans d'autres activités humaines. Il y a des pays, les occidentaux par exemple, où les gens ont des assurances, ont des ceci, ont des cela, ont des cela. Le risque acceptable, il est très très bas. Ça veut dire la vie d'un individu est considérée comme étant extrêmement importante, etc., etc., parce que ça coûte de l'argent aux assurances, soyons clairs. Alors que dans d'autres pays, hein, où malheureusement les gens ne peuvent pas être assurés de la même manière, etc., etc., la tolérance à l'accident, elle est beaucoup plus élevée. Elle est beaucoup plus élevée. Moi, je n'en veux pour preuve que le fameux tsunami qui avait touché Banda Aceh, etc., qui a fait des milliers de morts, Et il y avait eu une petite vague de submersion, quelque temps après, en Floride. Eh bien, le tsunami de Banda Aceh a coûté moins cher qu'une petite vague de rien du tout en Floride qui a détruit quelques maisons parce que, évidemment, c'était des maisons de milliardaires, de machin, de trucs. Donc, n'oublions pas que dans toute l'industrie humaine, le risque, c'est l'acceptable et le non acceptable. Et on peut régler le truc. C'est sur ce truc-là que l'ETOPS a été, enfin l'ancien ETOPS maintenant, bon, Le DTO. EDTO, bon, a été créé en se disant,
la probabilité de la panne de 2 GTR, elle est de temps, donc elle est acceptable. C'est tout. Mais on est bien d'accord que ça relève de la culture. Voilà, c'est tout. JB, JB, il y a, il y a Zakaria qui dit, Nordine veut fermer ton école avec proposition, avec cette proposition. C'est pas moi qui veux fermer son école. Au contraire, il y avait une question dans le chat, quels sont les conseils à donner aux jeunes? Celui qui veut faire pilote, qui n'a qu'à le faire, c'est pas demain la veille que ça va se faire. Bon, Samy avait dit jamais, mais moi je dis jamais, jamais. Je ne dis jamais, jamais parce que on avait dit jamais à un moment donné que c'est arrivé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais ce n'est pas pour demain, ça c'est clair. Et quand je dis demain, je suis. Hein, faut attendre encore que tout se mette en place, que les générations changent de mentalité, que comme disait JB, l'acceptable et l'inacceptable. Le rapport calcul de risque, tout ça va rentrer en ligne de jeu. Ça va prendre, allez, quand j'ai dit 350 ans, j'étais pas loin, j'étais pas loin. Dans un futur proche peut-être, mais le futur proche, dans ces histoires-là, c'est 200 ans et plus. Déjà, on parlait de l'utilisation de sustainable fuel, c'est-à-dire de l'hydrogène pour les avions à combustion hydrogène et tout. Depuis, ça fait déjà allez, une cinquantaine qu'on en parle, une cinquantaine d'années. Ce n'est qu'en 2035 qu'ils vont faire un prototype plutôt, et qu'en 2050, ils vont faire voler un avion comme ça à hydrogène. Il y a des essais. Il y en a qui va sortir de la chaîne carrément. Donc, tu vois, c'est à peu près 100 et quelques. C'est des études qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ils pèsent le pour et le contre. Les gens, depuis le temps qu'ils parlent de l'énergie fossile, que ça allait s'arrêter, que le carburant, que le pétrole allait se terminer, qu'il allait finir dans les pays producteurs et tout, ils sont leurrés. Ça fait plusieurs, je sais pas combien de 200 ans là qu'ils en parlent, mais finalement, non, non, non. Les gens utilisent encore et toujours l'énergie fossile. Ces voitures, on voit bien avec ce qui se passe avec les voitures électriques, ça patine, des surchauffes de batterie, et pourtant la batterie électrique, elle existe, ça fait des centaines d'années. Enfin, je ne sais pas exactement la première année, je pense que c'était en 1000, si mes souvenirs sont bons, j'avais vu un reportage 1800 et quelques, 95 ou quelque chose comme ça, où il y a eu la première voiture électrique réellement, c'est-à-dire à batterie et tout. Et on est en 2024, ils sortent des voitures comme ça, et ça patine encore. Donc l'aviation a encore des beaux jours devant elle, que ce soit de l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires, l'aviation de sportif, tout ça. Donc la bonne femme qui a posé une question, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux jeunes? Je pense qu'elle pensait aux jeunes qui veulent les faire pilote. Celui qui a les capacités et les prérequis, les moyens de faire pilote, qu'il fasse pilote. C'est un métier qui demande beaucoup de relève parce que les gens partent à la retraite, les gens en cours de route, des fois il y en a qui sont arrêtés médicalement, il y en a qui arrivent à fin de potentiel au niveau, par exemple, je sais pas, santé, ils en ont marre, ils veulent quitter ce palier, faire autre chose et tout. Donc, les avions sont en pleine production. À titre d'exemple, la Chine, qui a 128 compagnies internes, 128 compagnies aériennes, a besoin de 1700 pilotes d'ici la fin de l'année. C'est pas rien, 1700 pilotes. Qataria, dans Samy, fait partie. Posez-lui la question, il va vous dire ça recrute tout le temps. Michel, qui a une école de formation, et il a du monde qui se bouscule au portillon pour faire de la formation, bon, pour venir se former chez lui. JB, qui est formateur au niveau d'une école, il peut vous dire qu'il y a il y a tous les jours des gens qui viennent, ils sont en scène pour rentrer ou faire une formation de pilote. Il y en a qui réussissent, il y en a qui n'ont pas de chance. Pas de chance, non. J'explique. Ils n'ont pas peut-être. Nordine. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Salut Morad. Salut. Oui, Samy. Nordine, si je peux me permettre, les gens, il faut qu'ils comprennent. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, Enfin, oui. si je peux me permettre, les gens, enfin, les pilotes, déjà, premièrement, celui qui veut faire pilote, je pense que c'est le moment pour commencer une formation.
Surtout si le gars il est jeune, c'est le moment pour commencer une formation. Ça, c'est d'une. De deux, il faut que ces jeunes comprennent qu'on ne commence pas une carrière de pilote par la position commandant de bord. On ne la commence pas en étant commandant de bord. Et ces jeunes-là, parce que moi j'ai reçu plusieurs questions à chaque fois que le chat est fini, plusieurs questions, et j'ai l'impression que les gars, ils pensent qu'après avoir fini l'école, خلاص, on leur donne 4 galons, 4 barrettes, pardon, 4 barrettes ou 3 barrettes, ils commencent à voler sur les grosses machines, à faire les... Non, il faut comprendre que, معليش, أنا بديت, j'ai commencé avec les petits avions, après j'ai fait le turboprop, j'ai fait le 37, le 787, triple 7, mais tout ça avec petit à petit. Il faut que les gens comprennent ça. Et j'ai l'impression que on essaie toujours d'aller plus vite Lumière, que la la lumière. musique. Non, Voilà. vous savez, ça c'est un peu. C'est comme les étudiants en droit, entre eux, ils s'appellent Sidraïs. Ils se voient déjà président d'une cour. Oui, oui. J'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir invité à dîner un ancien élève Tana qui a été pris par l'Algérie. Et on est en train de manger au Goutlo. Je vais te donner, enfin, je te pose une seule question. بعد ما نزيدوش نهضروا على l'aviation. برك. Goutlo, quel est le seul mot que tu retiens? Parce qu'il a fait du turboprop, il a commencé à Gdak, tout ça. قال لي un seul mot que je vais retenir, c'est la patience. هذا ما كان. Voilà. Ben, je vais te dire, Hein? je vais te dire La patience. l'histoire de la La patience. patience. Si l'aviation c'est la patience, Air Algérie, on est l'école. Donc, quand je dis Air Algérie, ça ne veut pas dire je parle d'Air Algérie parce que j'ai fait. Maintenant, je voudrais pas aider quelqu'un. Il est là dans le chat, il s'appelle Aéro Kylian. Il dit salut, je suis élève pilote, PPL. Mardi, j'ai un vol sur le décrochage. J'appréhende un peu. JB, tu peux l'aider parce que sinon, je vais lui dire c'est Il n'y rien. a pas à appréhender pour le décrochage. Le décrochage est une manœuvre qu'il faut apprendre pour une raison très simple, c'est que c'est le danger le plus courant en avion. Si on ne surveille pas sa vitesse, on risque de se casser la gueule, de rentrer en décrochage. Bon, le décrochage, on va vous le démontrer. On va vous faire le décrochage. Le premier décrochage que l'on fait, c'est le décrochage en lice, power off. Donc, qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous dire, réduis le moteur. Bon, réchauffage carbu, booster pompe, etc. Bon, ça, c'est les mesures préventives. Et on va vous dire, réduisez le moteur, maintenez l'altitude. Donc, vous allez, au fur et à mesure, vous allez voir une chose fondamentale qui est la corrélation qu'il y a entre la maquette et donc l'angle d'incidence de l'avion et la vitesse. Plus la vitesse diminue, plus votre angle d'incidence va augmenter. Au moment où vous aurez atteint l'angle d'incidence critique, qui est celui de l'angle de décrochage, l'avion va automatiquement piquer du nez. D'ailleurs, parce que maintenant, les avions sur lesquels vous volez, c'est des avions sains, sur lesquels le centre de poussée va reculer brutalement lorsqu'il va y avoir le décrochage. Il va y avoir avancée du centre de poussée pendant l'approche au décrochage, et d'un seul coup, le centre de poussée va reculer, et votre avion va de lui-même piquer du nez. Vous allez devoir accompagner ce mouvement en poussant légèrement sur le manche, ne pas toucher aux ailerons pour ne pas risquer de faire décrocher une aile par rapport à l'autre, et remettre tranquillement de la puissance. Et c'est tout, c'est pas une manœuvre difficile. Après, vous allez faire la même manœuvre, volet-sortie. Ce qui est important de noter, c'est la vitesse à laquelle l'avion va décrocher sur un petit avion. C'est une vitesse qui est à peu près constante parce que le poids de l'avion ne varie que très peu. Par contre, quand vous volerez sur des machines plus grosses, la vitesse de décrochage, elle est de toute façon en fonction du poids de l'avion, hein, et donc vous verrez que la vitesse de décrochage, plus l'avion est lourd, vous apprendrez dans vos cours, etc., que plus l'avion est lourd, plus la vitesse de décrochage est importante. Tout en gardant à l'esprit
qu'un avion décroche à un angle d'incidence donné. Ça, c'est la constante. La vitesse n'est pas une constante. De la même manière, lorsque l'on fait un virage, par exemple, comme le poids apparent de l'avion augmente du fait de l'apparition de la force centrifuge, eh bien, c'est comme si l'avion était plus lourd et la vitesse de décrochage en virage est plus importante que la vitesse de décrochage en ligne droite. Voilà. Et puis, il ne faut pas vous affoler. Après, vous ferez un décrochage avec volet-sortie. Et avec volet-sortie, vous verrez que votre vitesse de décrochage sera légèrement inférieure à celle que vous aviez en lice, tout simplement parce que les volets améliorent le CZ max et que donc on obtient un décrochage généralement à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse à laquelle on a le décrochage en lice. Mais c'est vraiment une manœuvre que votre instructeur va vous démontrer et que vous ferez sans aucun problème. C'est vraiment pas une manœuvre difficile. JB, je peux rajouter une anecdote? Attends, Mourad, 2 minutes. Oui, bien sûr. Aéro Kylian, attends, Mourad. Aéro Kylian, tu es satisfait tu es rassuré, du moins. Je souhaite bien ton courage mardi. Voilà. Nordin, il y a une anecdote, si tu te rappelles, de Baïla Rachid, Ouais, quand il était commissaire de vol à Oran. ouais. Il avait un élève, il devait faire le décrochage, mais qui avait peur du décrochage. Ok. Et si tu te rappelles, les PA28 140, le décrochage, c'était une lampe rouge qui s'allumait et qui s'éteignait. Ouais. Alors l'élève, il prenait le manche, alors il dit, je tire, ça s'allume, je pousse, ça s'éteint. Je tire, ça s'allume, je pousse, ça s'éteint. Et à un moment, Baïla qui le regarde, il dit, bon, tu vas décrocher ou pas, tu vas me griller cette lampe. C'est vrai, c'est vrai. Rachid Kahanda, enfin, c'était un bon instructeur aéroclub, mais bon, il n'a pas trop réussi son passage en compagnie. Bon, là, JB, on connaît un coup. Je voudrais répondre à Walid rapidement. Vas-y. Walid qui dit dans son commentaire, on dit souvent que le pilote n'a pas droit à l'erreur. On nous forme comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Mais en réalité, l'avion est un système qui a une double protection. Il est protégé contre l'erreur et il est tolérant à l'erreur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est protégé contre l'erreur et tolérant à l'erreur? Protégé contre l'erreur, c'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes qui, si on ne fait pas les choses correctement, ne fonctionnent pas. Tout bêtement. Si par exemple, je ne sais pas, on ne connecte pas à un truc au moment où il faut le connecter, enfin je ne peux pas rentrer trop dans les détails techniques parce qu'il y en aurait plein, hein, ça ne va pas marcher. Voilà. Et puis, il est tolérant à l'erreur, c'est-à-dire qu'une erreur ne va pas impliquer un crash systématiquement. Un des meilleurs exemples de la tolérance à l'erreur, c'est la panne moteur. L'avion est calculé pour avoir une panne moteur au décollage. Ça veut dire qu'il est tolérant à la panne d'un moteur, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est tombé en panne. Il peut être tombé en panne par une erreur pilote, ou par une erreur de conception, ou par une erreur de la maintenance, peu importe. Mais toujours est-il que l'événement comme panne moteur ne provoque pas un crash, parce que l'avion, en fait, est tolérant à l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y a des redondances dans les circuits, etc. Alors donc, gardez en mémoire qu'un pilote est formé comme s'il n'avait pas droit à l'erreur, mais il travaille dans un système qui est protégé contre l'erreur et tolérant à l'erreur. C'est ce qui fait la sécurité aéronautique. Ben, un pilote ne doit pas décrocher, alors que l'avion, il est protégé à 1,3 de VS. Donc, il y a 60% de marge de sécurité par rapport au décrochage. Et Aérocaïn, il te dit, en rigolant, j'ai pas envie de rejeter mon 4 heures. Ne prends pas le 4 heures. À midi, tu arrêtes de manger, c'est tout. Voilà. Nordin, C'est le métier qui rentre, hein. C'est comme ça, oui, c'est vrai.
aussi quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que sur les avions de nouvelle génération, et ils sont bourrés de technologie, ils ont des flight protection systems. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un stall protection, overspeed protection, bank angle protection. On a beaucoup d'automatismes dans l'autopilote qui protègent contre ce genre de choses. Maintenant, si l'autopilote est déconnecté, il y a toujours une protection, mais elle est dégradée. Donc, bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais il faut que les gens savent que les avions de nouvelle génération ont des protections, un automatisme qui gère ce genre de choses. Voilà. Ben, et sur 330, on a mieux que ça. On a l'Alpha Floor. C'est-à-dire que le moteur, même s'il est sur manette réduite, les moteurs vont se mettre en poussée max. Exact. Eh ben, nous, on a l'auto-throttle wake-up. Pareil, si la Oui, vitesse bon, elle réduit, c'est- je voulais pas rentrer dans les détails. Nous, on a si la vitesse réduit, donc la vitesse réduite, on arrive à un décrochage, on a l'auto-throttle wake-up, c'est-à-dire l'auto-throttle, il va se mettre directement en poussée, il va se mettre en avant pour donner de la puissance au moteur pour récupérer la situation. Mais l'Alpha Floor, je connais pas. Bon, c'est vive Airbus. Il y a juste Merci. un truc. Il y a juste un truc. Les Airbus, sur Airbus, on prend les pilotes pour des imbéciles, on leur dit retard. Comme si on allait se poser en ayant les manettes ouvertes. C'était un Alors reminder. chez Boeing, ils disent quand même, les pilotes, chez Boeing, ils disent quand même, les pilotes ne sont pas cons. Ils savent qu'il faut couper les gaz pour se poser. Voilà, c'est tout. Bon, il faut savoir que c'est un reminder, hein, ce qu'on appelle un reminder. Voilà. C'est Mais JB, en automatique, si tu laisses les manettes ouvertes, comme tu dis, il réduit tout seul les gaz au toucher. ça demeure qu'un reminder pour. Bien sûr. Non, mais moi, ça m'a toujours fait marrer. Ça m'a toujours fait marrer, cette histoire de retard, parce que j'ai toujours considéré que c'était prendre les pilotes pour des couillons, quoi. C'est tout. Par contre, il y a une chose que je tire chapeau à Airbus sur le 350. Le 350, il fait l'emergency descent tout seul si les pilotes ne font rien. C'est-à-dire que si les pilotes ils perdent connaissance ou s'il y a un problème et l'avion, je ne sais pas comment il fait pour sentir qu'il y a besoin de faire une emergency descent, s'il n'y a aucune action humaine, l'avion fait l'emergency descent tout seul. Donc il descend et il fait un level off, ça dépend le terrain qu'il a, il fait un level off et après, bon, bien sûr, l'être humain il doit doit y avoir reprendre une contrôle. interrogation sublogique au niveau du système. Après un certain temps de réponse, après plusieurs actions, il se pose la question. C'est qui mène les computers qui se posent la question pour envoyer l'input et tout. Kader te dit, l'instructeur nous faisait passer en vrille lors d'exercices de décrochage, qu'en pensez-vous? Ben, je pense que l'instructeur sur PR28, parce que tu as fait du PR28 Marachid Baïla, il te faisait passer en vrille, en fait pas en vrille réelle, mais c'est ce qu'on appelle dans le temps pour la formation, c'était une position inusuelle. Il te dit ferme les yeux, il te met dans une position inusuelle, après il te dit you have control, tu as les contrôles. Pour voir comment tu sors cet avion de cette situation, parce que l'oreille interthéraque, elle était dans une certaine position. Quand tu vas reprendre les commandes, il y a l'instinct et le gyroscope théraque qui va se remettre en branle pour remettre wings level et noise down ou là pour rattraper ça. Donc c'est une position beaucoup plus Au inusuelle. Nordem, ça revient, hein, même Ben, il peut confirmer le upset recovery. Ça L'upset revient en training et ça devient obligatoire. Ah oui, nous, chaque simu, on fait upset recovery. C'est Voilà. mandatory. C'est obligatoire, hein, c'est un training obligatoire hein, actuellement à Ah Nordem. oui, Hein. ah oui. Ouais. T'as vu, Surtout depuis que tu nous as laissé Nordem, on n'a que des choses en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à moi ou là c'est bien ça encore parce que quand je Non, suis il fallait parti, rester. non, c'est-à-dire si j'étais resté, vous serez sorti sans problème avec tout ce qu'il y a, et je suis parti, ils vous ont amélioré les choses pour que vous puissiez vous en sortir. Non, ils nous embêtent plus. Non, mais s'ils vous en peut plus, parce qu'ils savaient très bien que vous ne pouvez pas vous en sortir sans moi, donc je suis parti, il va falloir qu'ils rajoutent des trucs automatiques pour que vous puissiez vous débrouiller sans moi. Voilà. Voilà. Kader, c'est possible. Hein. Bon, Belgiha, c'est vrai, Belgiha faisait
des espèces de Bella, c'est tout, des vrilles avec le PR28, Abdelhalim aussi d'ailleurs, je me rappelle très bien de cette période. Et Bedelina, que JB a connu, Bedelina, même Morand avait connu. Oui, Abdelkader, c'est possible, aidé par des caméras et systèmes de détection, c'est très possible aussi, ça doit être en sourdine. Ou oui, mais c'est possible, tout est possible. Je ne connais pas exactement le principe de surveillance, comment arriver à ça, mais bon, c'est possible. Tu sais, il y a 50 millions de façons de surveiller. Moi, la première fois quand j'ai voyagé, j'ai failli mourir de peur. Ben, tu n'es pas morte, ça veut dire, tu as failli, mais tu n'es pas morte de peur. Oui. Kader, et c'est pas la peine de nous raconter son accident parce que j'en connais aussi beaucoup sur ce qui s'est passé d'accord. Au mois d'approche de la 330, pourquoi la vitesse ne descend pas sur Green Dot? Au mois d'approche, parce que Nordin, tout ça. tout à l'heure, il y a... Ouais, qu'est-ce que tu m'as dit, Samy? Nordin, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tout à l'heure, il y a une jeune fille ou une dame qui a posé la question sur les phénomènes météo. OK. Donc, moi, ce que j'ai Attends, 2 minutes, constaté depuis Samy, que Samy, 2 minutes. l'incident... Oui, Samy. Parce que pour ne pas rater le truc, parce que j'étais en train de répondre moi, je pensais que tu allais intervenir sur ça. Sur Karim New York, qui disait au mois d'approche sur le 330, pourquoi la vitesse ne descend pas sur Green Dot? La vitesse peut descendre sur Green Dot, il y a une protection, disons que la Green Dot est à 200 ou la 210, elle peut aller jusqu'à 180 sans qu'il y ait quoi que ce soit avant la commande des volets, flaps 1, enfin conf 1, conf 2, il y a là. Mais là, il y a la protection qui fait qu'en vol, même si tu réduis max, cet avion, quand il est sous protection, le 330, la vitesse ne descend pas en dessous de la Green Dot. Et c'est une protection qu'il a. Voilà. Norden, on peut la faire descendre sur la Green Dot à condition qu'on soit en speed sélecté. Exact. Donc, si Voilà. tu sélectes le speed, ça, c'est Voilà. autre chose. Tu peux aller descendre. Voilà. Par contre, en speed manager, c'est-à-dire que c'est l'avion qui contrôle, l'avion ne descendra jamais sur la Green Dot si on n'a pas sorti les volets. Exact. Voilà. C'est un petit plus que j'ai rajouté. Hein. C'est bon, Karim. Vas-y, Samy, continue sur la météo. Samy. oui, il y a une dame qui a posé la question. Elle a dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer les phénomènes météo? Bon, les phénomènes météo, je pense que JB pourrait les expliquer beaucoup mieux que moi. Il a plus de connaissances, je pense, que moi. Donc, mais moi, je voudrais parler du fait que j'ai constaté que depuis l'incident de Singapore Airlines, il y a une semaine, il y a un phénomène de paranoïa ou de peur qui s'est installé dans les airs et j'ai constaté que à chaque fois que quelqu'un fait un rapport, c'est-à-dire report light turbulence, Ouais, tout le il y a monde. beaucoup d'avions aux alentours qui posent la question, please confirm light turbulence, what is the position of the aircraft, what is the level of the aircraft, this. Et il y a C'est la il y a un genre psychose. de, je sais La pas, psychose, la les psychose. gens, ils ont, voilà, psychose, ils ont une peur. Ben, Hier, au retour de Seattle, il y a quelqu'un, il a vraiment dit, voilà, light to moderate turbulence, alors, تخلطت. Ah, tout le monde a appelé. Oui, la position of the aircraft, this. أنا ما فهمت والو. mais قلت Ben, شنو هذا؟ actuellement, si tu veux, c'est les médias qui rajoutent en plus. Hein. Avant, on n'avait pas les médias comme maintenant où les médias sont à l'affût du moindre incident. Oui, Donc absolument. ça amplifie. Il y a les médias et les réseaux sociaux qui ont rajouté. Bon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de turbulences qu'à l'époque. Vialain pourra le confirmer, bon, ils ne volent pas malheureusement depuis longtemps, mais à l'époque, on n'avait pas ce genre de turbulence ou ce genre de phénomène. Il y a aussi plus de trafic, il y a beaucoup plus de trafic, donc on a beaucoup de turbulences de sillage, il y a beaucoup d'avions, les séparations sont réduites aussi. Il faut dire que maintenant on vole à Voilà. des séparations réduites, donc il y a beaucoup de turbulences liées aux avions. Des fois, il y a beaucoup d'avions. Moi, Donc, Ben, c'est un avis personnel, mais je pense que les avions sont plus sensibles par rapport à l'époque, par exemple, du 727, où on avait, Vialain peut confirmer, Nordin, on a volé dessus,
Le 727 était beaucoup plus stable. C'était C'était, le roi des non, airs. non, c'est faux, Les Mourad. profils, les profils, C'est nous qui étions les- inconscients, c'est pas les avions. non, 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 non. Les profils hypercritiques que vous avez maintenant sur les nouveaux avions, qui sont effectivement plus performants au niveau fuel, etc., au niveau efficacité, c'est connu, c'est reconnu même, hein. Ils sont plus sensibles à la turbulence, c'est tout. Les profils sont différents, c'est vrai. Et d'ailleurs, même sur 330, il y a la turb damp. Alors, les gens pensent que c'est turbulence, alors que c'est turb, c'est un amortisseur justement. Il travaille avec les computers, et d'ailleurs, il est sur la même ligne avec les primes et les secs. Et Airbus te dit, si en sévère turbulence ou l'avion commence à faire des choses bizarroïdes, il faut enlever ça, si ça embête. D'ailleurs, il y a une seule ligne, hein. Le turb damp, c'est un coussin, damp, qui amortit un petit peu les inerties, les chocs de cet avion Une continu. oscillation. Est-ce que tu l'as utilisé, Norden? Ça t'est arrivé de l'utiliser? Non, Le toujours turbo. pas. Il est toujours sur un Je temps. l'ai On l'a jamais. personnellement aussi, je l'ai jamais été. Aujourd'hui, je suis venu. Aujourd'hui, il y avait de la turbulence. Ça a bougé. J'entendais des avions, je rigolais. Turbulence, turbulence. Bon, ben ça a bougé, oui, mais c'était pas si catastrophique que ça. Entre Jeddah et Ouargla, du côté de Malte, c'était vraiment orageux. Il y avait de grosses formations et elle montait très haut, hein. Elle montait très très haut. Ouais, ouais. Alors pourquoi VFE parfois est sous Green Dot? Quand je mets F1, je suis pour un moment en overspeed, c'est normal. La Conf 1, c'est donc à la Green Dot, quand tu sors les volets, c'est Green Dot, mais le temps que les volets sortent, tu es méfiant en overspeed, mais tu es en speed qui dépasse la flaps exceed, velocity flaps exceed. Donc c'est une valeur à laquelle si tu dépasses ça et si tu gardes des volets, si tu dépasses cette vitesse-là, qui sur un 330, je pense elle est 295 à peu près, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons. Si j'ai 95 et toi tu es à 210 et pendant longtemps, tu risques de déformer ces volets. C'est tout. Voilà, si tu veux confirmer ou l'infirmer. Mais c'est pas normal que il a cette alarme parce que quand il sort en flap swan, tu peux aller jusqu'à 240 nœuds Norden. Voilà. Cette alarme, je crois qu'il y a un problème. Je pense qu'il parle de son simulateur. Il doit avoir un simulateur. Il y a un problème de réglage, c'est tout. Attends, juste pour le turb damp, là, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le mode turbulence? Enfin, est-ce que c'est équivalent du mode turbulence qu'on avait sur 37, sur le pilote automatique du 37? C'est bon, le turbulence de 37-200, c'était de. C'était un élargissement des fourchettes de tolérance des paramètres. C'est-à-dire que, au lieu de maintenir l'altitude avec une grande précision ou le cap avec une grande précision, il tolérait que le cap varie ou que l'altitude varie ou que l'assiette varie avec un plus grand écart, de sorte que il ne risquait pas de faire ce qu'on appelle les PIO, Pilot Induced Oscillation, c'est-à-dire que quand tu rentres en turbulence, si tu contres immédiatement la turbulence, tu risques de générer une oscillation induite. Voilà. Alors, est-ce que ça a à voir, je pose juste la question, hein. Est-ce que ça a à voir avec ce C'est pas truc-là la ou même bien autre chose. chose? Non, c'est différent. Voilà. Cette turb damp, c'est comme. Ça s'explique en français. Un coussin. C'est une espèce de coussin. C'est différent que celui de 37. La différence, c'est qu'il travaille avec les computers, avec les primes et les secs. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire, mais c'est un petit peu différent. La qualité manuelle, ouais. C'est des inputs électriques. Et donc, pourquoi Airbus te dit, si ça t'emmerde de garder ça, il faut l'enlever, parce que les computers vont te donner hors des contre-ordres. Regarde, ça bouge, ça monte, ça, il faut amortir, il faut amortir. Donc ça va faire, le temps que l'information arrive pour atténuer, déjà une autre information qui lui dit de remonter, par exemple. Pour atténuer, remonter, atténuer, accentuer, atténuer, accentuer.
accentuer, diminuer, accentuer, diminuer. Donc, il te dit, si vraiment c'est la turbulence, c'est conseillé de l'enlever. Et d'ailleurs, déconnecter l'autotrust et travailler au N1. Comme on revient au basique pratiquement. On Bien va sûr, toucher, travailler à la maquette. En travailler à fait, la travailler à la maquette et au main. N1. D'accord, ok. Donc, l'être humain, donc, il n'est pas encore prêt d'être changé parce que lui, il peut travailler aux maquettes et aux affichages. Je vais vous poser une question, peut-être qui va peut-être vous étonner parce que, mais comme j'ai pas fait de statistique, est-ce que vous avez une sensation comme le fil, le reconstituteur d'effort qu'il y a sur le yoke? Est-ce que vous avez ça dans le stick, là, dans le side stick? Alors, pour moi, personnellement, je, tu sais, le side, tu as vu comment il est le side stick. Tu as même l'endroit du pouce. Il y a un truc arrondi à l'intérieur, le pouce. Le side stick, crois-moi ou tu peux croire ou ne pas croire, je pilotais cet avion au pouce. Rien que des fois pour dire, ça n'a rien à voir avec le yoke. Avec mon Choula qui m'a 37-200, il y avait le CWS, enfin sur le NG CWS, qu'on monte sur Autopilot. Donc tu avais l'espèce de sensation, câblage, hydraulique, ceci, cela. Et là, c'est des inputs électriques. Et quand on l'intègre, personnellement, moi, j'ai bien aimé cet avion parce que je disais et je montrais aux gens que cet avion se pilotait pratiquement au pouce, c'est-à-dire comme ça. Je te jure que c'est vrai, JB. C'était même pas la peine de faire ça, de tenir le. C'était comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, il réagissait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un avion qui a une enveloppe. Il travaille avec l'enveloppe, avec l'FMG, avec le Flight Management Envelope. Et donc, après, j'ai aimé NA. Bon, j'en ai fait, j'ai fait du 37, j'ai fait des trucs et tout, et des 67. Mais 13 ans sur cet avion, crois-moi que même au début, on n'avait pas eu de difficulté. Du moins, je parle pour moi-même. Bon, maintenant, Je voilà. parle pas de difficulté. Je parle que quand même, enfin, Sensation. disons quand on fait le cours POF, etc., enfin Aérodine et tout ça, on parle des stick forces et on dit que on apprend aux élèves, on leur dit que pour ne pas exagérer les manœuvres, etc., etc., il faut que le pilote ressente au moins une partie de la stick force. Et c'est ce qu'on avait sur les. Et je sais que c'est ce qu'il y a sur le 77, le 87 et tout. Ils ont le reconstituteur d'effort, même si c'est des commandes de vol électriques. Mais je trouve que c'est bon. Je pose la question parce que j'ai juste fait un petit peu de simulateur 320 il y a longtemps. Bon, j'ai pas, si tu veux, comme c'était juste tour de piste et tout, j'ai pas pu vraiment faire la différence. J'ai pas volé à haute vitesse, ni rien du tout. C'était donc juste pour. Je me doute bien. Moi, je me souviens quand j'avais fait du 320 là, Simu, j'avais pas été gêné avec ça. C'est pas du tout JB, gênant. On Nordin. s'habitue tout de Moi, ce suite. que j'aime pas sur Voilà. Airbus, pardon, j'ai Tu avais fini ou pas? tu JB. parlais, j'ai dû te couper. Je suis J'ai désolé. fini, moi. J'ai fini. Vas-y, Samy. Qu'est-ce que tu Oui, voulais? donc Nordin et JB, en fait, moi, ce que j'aime pas, Nordin, tu m'entends? Moi, ce que j'aime pas sur Airbus, c'est que le pilot flying ne peut pas voir ce que fait le pilot monitoring. C'est-à-dire qu'il n'a pas de yoke, il n'a rien. Il est là, il voit pas les mouvements du yoke. Sur Je suis pas Boeing, d'accord avec toi. on est en train de voir ce que fait le pilot flying. Je suis pas d'accord avec Pardon, toi. Je suis pas non, d'accord avec toi. Parce attends, que je finis. Sur Boeing, le pilot flying, il est en train de voir de voir le yoke devant lui bouger. Donc, il sait que le gars, il est en train de faire des corrections, il est en train de tirer, pousser, etc. Sur Airbus, vous avez que ce qu'on appelle dual input. Et c'est oui, au moment d'entendre dual input, c'est que le gars, il est en train de toucher, les deux sont en train de jouer sur le. Moi, je sais pas, j'aime pas trop. Je préfère voler et sentir la machine. Chose que, malheureusement, sur Airbus, vous avez plus. Voilà. alors écoute, Samy. Samy, Mourad, ma t'attaquinish, hein. attends, Mourad, attends. Samy, la différence, c'est-à-dire quand il y a un yoke ou pas, ou là un side, et bien justement, le circuit visuel, il est plus élargi. Le gars,
qui est Pilot Not Flying, c'est-à-dire le PM, Pilot Monitoring. Il est là, il a sa tablette, il est en train de remplir son jet plan, de suivre le fuel, truc et tout. Il a un PFD clear devant lui, sérieux. Il a un ND clear devant lui, et il a la vision qui est de 120 degrés pour un pilote normal, mais 180 pour un pilote chevronné, mais des fois 360, pour voir si le gars, et le gars n'a pas, bon, et déjà quand tu parles de ça, quand le gars il a sa main sur le side stick, c'est qu'il est en approche, enfin, déjà, il a sa main sur le side et la main sur les manettes en approche, même s'il est en automatique. Mais le gars, il est en train de regarder, et même le pallet monitoring, il a la main sur le side stick, en approche. Pas en vol. En vol, ils sont tous les deux sous PA. J'ai été coupé, j'ai reçu un appel, donc tu m'as reçu. En vol, il y a le PA. Ils sont sous PA. Le gars, il est comme ça, il travaille ce truc, il regarde ce qu'il fait l'autre, mais jamais, en aucun cas, les gens le touchent au truc. En Non, finale, mais on parle pas en vol, en finale, en finale, Je pense en que c'est finale, très tous les important. J'ai deux, pas fait d'Airbus, hein. alors attends, tous les deux, dans la SOP, ils sont obligés d'avoir le pilot monitor flying. C'est lui qui va avoir la main adhérente sur le side stick et sa main sur les manettes, quoi qu'elles sont sur Clyde, mais ça comme ça, dans le cas où il doit faire une remise des gaz. Et le pilot monitoring, il a sa main en transparence sur le side stick, c'est-à-dire le side stick, comme ça, main en Je pense que transparence. vous avez beaucoup de dual input. Je pense que vous avez Non, beaucoup de dual input. non. Le dual input, c'est dû surtout, alors généralement c'est dû quand il y a de l'instruction. Ou là, quand un captain fraîchement lâché, ou bien un capitaine qui ne fait pas trop confiance à celui qui est à droite, parce que, pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans le mind. Pas beaucoup. Ça arrive qu'il y ait des dual inputs. Ça arrive, dual input. Mais en général, c'est en instruction, ou bien en manque de confiance du gars, du captain par rapport au first officer. Mais il est rappelé à l'ordre. Il est rappelé à l'ordre. Hein. Il est rappelé à l'ordre. Galala. Et qu'est-ce que tu vas dire? Il va dire, je ne lui fais pas confiance, c'est pas possible. Mais en instruction, ça peut arriver que, par exemple, le gars soit à son premier vol, deuxième vol d'instruction. Il peut arriver qu'en finale, il soit pas trop sur l'axe et que le gars lui dit axe, maintenant attaque, ou là le plan. Et donc, s'il fait. Un m'est arrivé, j'avais ma main sur le side stick en transparence. C'est très rare où j'ai intervenu. Mais il y a façon et façon d'intervenir. Tu sais, l'impulsion que tu bloques, ou là que tu fais ça, ça dépend de l'impulsion que tu donnes sur le side stick pour avoir le dual input. À une certaine valeur, et il va déclarer l'input. C'est-à-dire si tu fais une impulsion très, très abrupte ou de la hache. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça comme étant un problème, un gros problème. C'est vrai que c'est gênant. Sur le Air France 447, ça a été constitutif de l'accident. Oui, mais parce que c'est Voilà. parce que, attends, Merci, JB, merci. je suis d'accord avec eux, parce que même dans le chat, ils l'ont dit. Le problème n'est pas là. C'est que dans l'Air France 470, c'est ça? Oui, le Rio. Le pilote qui était moins expérimenté était en train de corriger une vitesse fausse. Il pensait qu'il était en overspeed. Le pilote qui jouait le rôle de Captain Cruise, qui était plus expérimenté que l'autre, d'abord, il n'avait pas sa main, parce qu'ils étaient son père, normalement, il devrait avoir la main sur le truc, et il devrait voir. Et si on avait entendu le dual input, et s'il avait pris en compte ça, il aurait carrément appuyé sur le bouton rouge de déconnexion pour prendre les commandes. Override. Et oui, override, comme ça le gars il sera obsolète. Il a beau tirer ou la pousser, c'est pareil. Lui, il a laissé, il a trop fait confiance, et pas confiance, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas peut-être l'humilier, alors que dans un moment comme ça, il n'y a pas d'humiliation, c'est prendre les commandes et c'est tout. Et donc, il était en train de réfléchir, et que ce n'était pas le moment de réfléchir. Il était en train de lui dire des choses, il ne fallait pas parler, il fallait agir. Maintenant, ça s'est terminé comme ça.
Mais ce n'est pas, au niveau du side stick, ce n'est pas faute du truc. Au contraire, c'est la faute du gars qui n'a pas appuyé sur le disconnection, l'override. Override et déconnect, le side stick droit, et ben il aurait fait. Lui, ce qu'il voulait, ça ne veut pas dire qu'il serait sorti de cette histoire. Ben là, qu'ils auraient été trop proches du système, et donc il aurait eu dans le baba. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Double blanc, salut. Salut Nordine, bonjour à tous, bonsoir Sam Benz, Bonjour à tous. Double Mourad, 6. bonjour. Aurais-tu JP, ça va? Le double blanc. Où ça raconte? Salut, double blanc. Salut Mourad. Double 6. aurais-tu quelque chose à montrer à JP aujourd'hui Ah, j'ai quelque chose Écoute, je suis en train de me préparer. J'ai un vol transatlantique, une transatlantique en single engine. Ouais. Donc j'étais en train de... Attends, je vais te montrer. Ah, ta. Comme ça, on Donc va. ça, c'est ce qu'on appelle la dry suit. Ouais, Donc en single engine, quand on fait un transat. le crossing en single engine, on doit avoir un dry suit durant tout le vol. Ouais. Donc voilà. شوف Ça, الجماعة تاع سنجل انجن يا محاينك بالضحك راه يضحك يا مكالة C'est-à-dire vraiment engine turning or pilot swimming. Voilà. donc Double 6. JB, si ça t'intéresse, je pars seul. Donc si tu veux me joindre, Il a la même, hein. Oui, je viens avec un autre moteur. Je viens avec un autre moteur. Double 6. oui. Oui, quand tu finis ton vol, si tu l'utilises pas, tu me la passes. J'ai des amis qui font de la plongée à Corso. Ben là, ça les intéresse. Non, en fait, Là, ça va les intéresser. elle est pas faite pour les plongées. Donc c'est flottant, elle est flottante. Ouais. Non, c'est des bricoleurs, t'inquiète pas. Donc en fait, si jamais on Amérique, le combinaison à l'air nous permet de rester un peu au chaud, pas au chaud, mais je dirais retarder l'hypothermie d'à peu près 2 heures. Voilà. Ah oui, bon. Écoute, double blanc, Donc, double blanc. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde, de réussir toutes tes traversées transatlantiques, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai 50 ans de navigation à voile. Donc la mer, je connais, d'accord? Et je sais que même quand on est dans un bateau, que le bateau il peut couler et que se retrouver dans l'eau de mer n'est jamais quelque chose de bien pratique et de bien absolument. agréable. Même avec une combinaison sèche, même avec tout. Alors je te souhaite énormément de réussite. Mais Khoya, pour traverser l'Atlantique, je trouve qu'il y a mieux qu'un monomoteur, il me semble. À la voile, je veux bien, mais en monomoteur, jamais. Double blanc, tu confirmes que ton nom c'est double 6 parce que si tu arrives à un point de mettre cette combinaison, ça veut dire mettre le double 6 feedback, c'est fini. Exact. غيارين هذا والله لا غيارين على هذا ويجيو هذاك. Wallah, je te jure que, bon, des fois ça donne à penser, hein. Des fois ça m'arrive, quand j'arrive au Greenland, à Nuuk ou à Nassau. Donc déjà, par exemple, Nuuk, tu arrives, c'est le beau temps, le soleil, et 5 minutes après, il y a une tempête de neige qui peut durer jusqu'à 15 jours. Donc là, on est cloué pendant 15 jours. Oui, oui, oui. Et après, bon, là, si tu as une weather window, donc quand la météo s'ouvre, là encore, on a les vents, il faut qu'on cherche les vents. Pas des Donc grands. voilà, il faut avoir un bon point, le point de non-retour. Il faut bien le situer, le map تاعك. Donc, ouais, c'est pas facile, mais bon, des fois ça donne à... Je suis sûr que c'est passionnant à faire. Je suis sûr que c'est passionnant. Mais personnellement, merci. Ça sera qui m'a fait la belote. Je passe. C'est bon, je passe. Ah, moi aussi je passe JB, moi je suis avec JB, Non merci, avec ça. Ils n'ont pas vu hier... Il y en a une question qui pose une question, je voudrais juste rapidement répondre.
La différence entre le centre de poussée et le centre de gravité, c'est très simple. Le centre de gravité est le point d'application du poids de l'avion. Il varie en fonction de la répartition des charges dans l'avion et il peut éventuellement varier légèrement pendant le vol du fait de la consommation de carburant. Si le centre de gravité du carburant varie, c'est ce qui se passe sur les avions de ligne. Maintenant, le centre de poussée, c'est le point d'application des forces aérodynamiques et singulièrement de la portance. Et lui, il va varier en fonction de l'incidence, de l'angle d'incidence. Et les deux points ne sont pratiquement jamais confondus. En général, le centre de poussée se situe à l'arrière du centre de gravité, tout au moins en croisière. Voilà. Et après, je ne vais pas rentrer dans un cours d'aérodynamique. Tony, le 330 peut monter au plafond théorique de 410, mais qu'il atteint sans problème parce que sa pressurisation est tellement bien étudiée que la delta P, vraiment, elle est 8,6 à peu près au niveau 400-410. Donc, il n'y a aucun problème. C'est pas dangereux comme. Norden, tu as oublié de leur dire qu'on a une pressurisation en fonction du temps de vol. Quand un vol est plus supérieur à 2 heures, on a la cabine qui descend plus bas que la Exact. Hein, voilà. Il est très reposant par rapport à Boeing. Oui, d'ailleurs, les passagers ont remarqué à travers le temps que, bon, par rapport au NG déjà, la pressurisation, la descente et la montée, les gens ne sentent rien au niveau de pressurisation parce que c'est un avion qui calcule son taux de descente en fonction du confort et donc de l'ouverture et fermeture de ces systèmes, le pack et tout. C'est tellement bien étudié que les passagers ne sentent rien pratiquement sur la 330, surtout la descente. Alors, s'il arrive de descendre rapidement, cette cabine va se dépressuriser rapidement pour faire atteindre cet avion au sol, en cabine et en avion. Et même quand, par exemple, l'avion dépasse par inadvertance une descente intempestive avec speed break et tout, en dessous de la cabine, ça va se rattraper rapidement et les passagers ne sentiront pratiquement rien du tout. Nordin, si tu permets, je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Mourad, Djibril Mourad, à propos du centre de gravité Ouais. et le centre de poussée. Maintenant, sur les hydravions, on ajoute le centre, le buoyancy, center of buoyancy. Oui. Mourad, tu es navigateur, je pense que tu peux élaborer un petit peu plus sur ça. JB. 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 Je ne sais pas s'il a entendu ta. JB, tu es avec Ah, je nous? crois qu'il a entendu. JB. Il a disparu. Non, il Non, n'a il pas n'y a pas de disparu, souci. c'est qu'il est. Non, il est là. Il est là, mais. JB, JB. Nordin, Ouais. Salah قال qu'il a été chercher du JB. C'est bien. Eh ben, il y a des questions pour Michel, il peut profiter de répondre en attendant. Il y a des gens qui demandent où ils peuvent passer leur ATPL. Bah, là où ça les arrange, hein, surtout, ça dépend où ils habitent, ça dépend le budget تاعهم. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le moment pour ceux qui voudraient faire ça, de le faire, parce que bon, c'est ça, hein, le temps de faire la formation, le temps de trouver un peu le boulot et tout ça. Donc, mais sinon, une question par rapport à ça, c'est surtout, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le budget, il y a en termes de la personne Winscone, il y a
Là, cette année, on a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus. John Pranza, John d'autres pays aussi. Et voilà, donc ça dépend hein, de chaque personne qui va choisir le jet plein d'ahar. Attends, j'y vais, on va voir. Attends. Je sais pas ce qui lui arrive, ben c'est la connexion ou le CD. On va le faire descendre et on va le remonter. J'y vais, voilà. Il a eu un bug. En tout cas, moi, je vais dire une chose, Nordin, c'est 2-3 jours, toi, j'étais isolé. Oh, tu aurais pu profiter pour faire tourner manège. Oui. Attends. Alors, on a une question. Est-ce que pour travailler en compagnie aérienne, il faut passer la TPL théorique? Oui. Les compagnies recrutent les personnes qu'avec un ATPL théorique. Exactement. Pendant que vous parlez, moi, je suis en train de chercher JB si... Ça doit être... JB a un problème de connexion. ولا سي بتات المونوموتور اللي خوفوا على بالك هو كي تهضر سينجل انجين يقول لك لا يخاف لا والو هذاك يخاف. حسيت كان كيما كوموندو كوستو بالفوالي تاعو Que prévoit واش هادو بليسي سا Salut, Elias. que prévoit Air Algérie pour remplacer des commandes de 350. Qu'est-ce qu'il prévoit? Le 350. Normalement, vous allez avoir des 330 Neo à la place des 350. Non, non, il n'y a rien, Ben. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien qui est. Mourad, vous allez avoir des 330 Neo à la place des Oui, oui, 350. non. Hassan, je te dis, effectivement, ils sont en train de voir, mais c'est toujours en négociation avec Airbus. Est-ce qu'il va accepter ou pas, ça négocie actuellement dur. Je pense que Kader, c'est Airbus qui a proposé à changer la commande. C'est plus facile pour Air Algérie d'avoir des 330 Neo que Mais des non, mais 350. c'est le but d'Air Algérie. La nouvelle direction a opté pour le 330, effectivement. Ça les arrange parce que ça m'aurait fait un sacré schmilblick avec le 350 et le 330 Neo. alors Kader, Ben, Max Crosswing Angle Air Force, pour annuler un lundi. Oui, ben si le crosswind est supérieur à la tolérance, enfin à la limitation de l'avion, oui, il faut annuler le landing. Il ne faut pas jouer au Grandizer sur vos M6. Sinon, c'est une sortie de piste assurée. De toute façon, dans tous les cas de figure, il faut toujours respecter les limitations. Que ce soit vent arrière, vent de travers, etc. Nordin, Oui. il faut aussi rajouter que le crosswind dépend de la condition de la piste. Par exemple, sur 77, le max crosswind en piste sèche, dry runway, il est de 40 nœuds. Wet runway, 40 nœuds. Après, on a plusieurs conditions de snow. Compact snow, dry snow, standing water, medium, etc. Tout ça, il baisse. Donc, le crosswind, il n'est pas fixe. Ça dépend de la condition de la piste. Oui, c'est pour ça que j'ai dit limitation. Limitation, Ouais, limitation, voilà. on fonctionne. Mais de toute façon, il ne faut pas jouer au Grandizer. Si par exemple la limitation est de 40, et ben c'est à 42, il faut remettre les gaz. 41, il faut remettre les gaz. Il ne faut pas jouer au truc. Bien sûr. Si ça a été, je voulais dire par là, si ça a été calculé, c'était calculé au banc d'essai. Donc ça a été calculé par le constructeur. Et même lui, même le constructeur, il met des marges de sécurité. Mais si le gars, il overboost ses limites et il se pose, il lui arrive quoi que ce soit, il pourra en aucun cas justifier son acte. En aucun cas. Bien sûr. Et Nordin, le crosswind au décollage et à l'atterrissage diffère. Il n'est pas pareil. Par exemple, sur 77, le crosswind au décollage, il est de 40 nœuds.
à l'atterrissage en dry piste, hein, en dry runway, il est de 45 nœuds. Donc c'est différent, c'est 5 nœuds en plus en landing en dry. En wet, ça diffère, pareil. En compact snow, dry snow, etc., c'est pas pareil. Donc les limitations sont différentes. Mais ces limitations ne sont pas memory items. Exact. C'est-à-dire on ne doit pas, c'est nice to know ou la must know, mais ça, si par exemple avant le décollage, si on a un crosswind, on peut se référer toujours au bouquin pour vraiment être sûr on applique la limitation crosswind. À l'atterrissage, pareil, ça fait partie de la préparation atterrissage. Mais de toute façon, Si on a rien ne doit être fait de mémoire comme à l'époque. Maintenant, tout doit être, toute action doit faire référence aux, aux FCOM, aux MANEX et à tout. Exactement. Ah. Ben, apparemment, JB, je pense qu'il a un problème de connexion. Ou là, en plein tea time. Tea time. C'est son tea time. Voilà, tu bosses pas en ce moment? Regardez, je viens de rentrer. Ouais, mais excuse-moi, ça m'étonne que si tu me dis, par exemple, demain tu as un vol, ça va pas m'étonner. Non, 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 ça va. Ben, tu vois que Samy, il a fait 2 Seattle en une semaine. Oui. Voilà, de Seattle en une semaine. Et avant Seattle, j'ai fait un Brisbane, Australie, pareil. Est, ouest. Sud, sud-est, Brisbane, c'est au nord-est de l'Australie. Oui, ça va, c'est direction par rapport à Doha, c'est sud-est. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est différent, c'est pas pareil. Donc, Double Blanc, tu avais posé une question à JB tout à l'heure, mais JB ensuite a perdu la connexion, ou là il était en tea time, je pense. Il n'y a pas de souci. Bonjour JB, rebonjour. JB, tu es à l'écoute? Il ne répond pas à Nordin JB, hein, c'est bizarre. Non, je pense que c'est un problème de micro. Attends, je vais lui dire pour ouvrir son micro. Je pense pas inadvertance, il n'a pas ouvert. Ou là, il a la bouche pleine, il est en plein thé, avec un gâteau. Nordin, essaie la 121.5. Non, ça marche pas avec lui. Il a désactivé quand il est parti à la retraite comme moi. Il y en a, je l'ai enlevé. Ben, Excuse-moi, je me suis absenté. J'ai été prendre le thé. C'est l'heure du thé, si Mohamed. Écoute, Quand d'accord. on est Je retraité, vous ai dit, on a je vous des ai dit, c'est habitudes. son tea time. Tea time. Voilà. JB, il y avait une Alors, question de double blanc. oui. Alors, Oui, vas-y, JB. double blanc. Donc voilà JB, je disais sur les hydravions, nous on a ce qu'on appelle le Center of Buoyancy, centre de Oui, buoyance, le centre c'est oui, le centre de flottaison. flottaison. Merci, voilà, merci Oui. beaucoup. Donc je voulais juste si tu veux élaborer un petit peu sur ça et développer pour nos internautes. Alors bon, à ce moment-là, le problème qui se pose est le suivant. Lorsque l'hydravion est sur l'eau, automatiquement, à la rotation, quand on le fait pour décoller, on est sur un centre l'avion repose non pas sur des roues, mais sur un centre de flottaison. Or, si je ne me trompe pas, les flotteurs d'hydravion, ils ont un redent. C'est-à-dire qu'il y a, si on regarde la ligne du flotteur, il y a une cassure sur la ligne, il y a l'avant qui est plus épais que l'arrière, en général. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, c'est correct. On appelle ça le step. D'accord. En français, c'est le redent. Très Et c'est ce qui permet, alors, si vous voulez, l'hydravion, quand il est à l'arrêt ou à faible vitesse, c'est le centre de flottaison, c'est-à-dire c'est donc je sais pas utiliser. Tea time plus connexion. Barycentre de la forme c'est-à-dire c'est là où s'applique la poussée d'Archimède. Très bien.
Et le point est légèrement en avant du redent, justement, de cette cassure, de cette dent. Maintenant, lorsque l'hydravion prend de la vitesse, automatiquement, avec la vitesse, le flotteur génère un genre de portant. C'est exactement comme un hors-bord. Et le flotteur n'est plus seulement soumis à la poussée d'Archimède, mais il est soumis à une portance que l'eau génère dessus. Et donc, le flotteur décolle un petit peu de l'eau et il flotte, cette fois-ci, non pas par la simple poussée d'Archimède, mais par la portance qui est générée par la vitesse sur l'eau. Et ça fait reculer le centre de flottaison. Et après, tout se joue avec la position du centre de gravité par rapport à ce centre-là. Mais au moment où l'avion va décoller, au moment où il va quitter l'eau, à ce moment-là, on va rentrer dans un autre phénomène qui va être celui du centre de gravité, qui va être celui autour duquel l'avion va tourner. Donc il y a une transition entre deux centres de rotation. Le centre de rotation, premièrement, donc le centre de flottaison en basse vitesse, ensuite le centre de flottaison qui recule du fait de la vitesse, et ensuite le centre de gravité. Voilà. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Je voulais juste rajouter que, en fait, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a pas de flare, il n'y a pas de rotate dans un hydravion. Une fois qu'on a atteint notre vitesse de rotation, en fait, ce qu'on fait, on ajoute one notch of flaps. Donc, on met les volets. Donc, ça a des volets à 5 degrés. Donc, là, on crée de la portance. Et c'est là où on transitionne le centre de flottaison au centre de gravité. Donc, si jamais En on s'amuse réalité, à tirer, oui. oui, vas-y. Parce que si vous tirez, qu'est-ce qui va se produire? Les flotteurs, si vous prenez une assiette un peu importante, les flotteurs à l'arrière vont vous générer une traînée importante parce qu'ils vont se retrouver avec un angle d'incidence qui ne va pas générer d'incidence par rapport à l'eau, hein, qui ne va pas générer de portance, mais qui par contre va générer une traînée, qui va avoir tendance au contraire, puisque ça se passe à l'arrière des flotteurs, ça va avoir tendance à ramener le nez vers le bas. Donc c'est pour ça que vous ne faites pas de rotation. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Mourad. Blemzi après. Quelle est la différence entre Parce que je système? fais du bateau et de l'avion. C'est bien. TICAS 1 et TICAS 2. Alors, à mon avis, vas-y, Morad. Tu as le TICAS 1 ou TICAS 2 ou la Sam? Tu as le TICAS 1, TICAS 2? Non, on a un TICAS et tu as deux systèmes, c'est tout. Voilà. Dans le TICAS, il y a deux systèmes. Mais c'est TICAS 1 et TICAS 2. Donc, c'est le même système, mais qui travaille. C'est comme le radar. Le radar, on a système 1, système 2. Et c'est le même radar, c'est le même radar, c'est le même radar. Mais on fait une alternance tous les 2-3 heures, 2 heures et demie, on passe système 1, système 2 au niveau du radar pour le soulager, le 1 et le 2. Mais sinon, sur le TICAS, si par exemple, on est sur système 1, si par exemple il y a un problème d'apparence sur le radar du contrôleur, il va dire je ne vous vois pas sur le radar, on bascule sur le système 2. Et donc à ce moment-là, on sera identifié tout de suite. Des fois, il perd l'alti-report. Le système 1 va perdre l'alti-report, le report de l'altitude. Donc pour confirmer, on passe sur 2, ou bien le contrôleur va dire appuyer sur IDENT, Identification. Il y a un bouton dessus qui s'appelle IDENT. Quand on le met, ça va sortir en highlight chez lui avec le numéro de vol, l'altitude et la vitesse, enfin la vitesse ou bien le Mach, bien sûr, c'est la vitesse et le Mach. Voilà, et le numéro de vol. Voilà. Monsieur est toujours aussi minutieux. Oui, je confirme. Les tops, ça a été remplacé par quoi? Les tops, ça a été remplacé par le terme EDTO. Engine Diversion Time Operation. C'est le temps qui a surtout changé, voilà. Alors, il y en a un qui pose tard, il pose la question, pourquoi le 37 MAX a décroché maintes fois malgré des systèmes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le décrochage, la tendance à décrocher est liée directement à ce qu'on appelle la stabilité de l'avion. La stabilité de l'avion qui est
le résultat de tous les moments appliqués à l'avion. Alors, on va essayer de faire simple. Un avion tourne autour de son centre de gravité, par définition. Même un individu, quand vous voyez un gymnaste faire des roulades, quand vous regardez comment il tourne autour de son centre de gravité. Très bien. Qui est à peu près situé au niveau de son nombril. Un avion, c'est exactement la même chose. Ok, très bien. Donc, l'avion tourne autour de son centre de gravité. Mais il est soumis à d'autres forces. Il est soumis à la portance, qui s'applique à un point qui est différent du centre de gravité, et il est soumis à la traînée, bon, qui est une force un peu moindre, mais il est soumis aussi à la poussée des réacteurs, qui s'applique également en un autre point. À partir du moment où le point d'application d'une force n'est pas confondu avec le centre de rotation, qui est le centre de gravité, alors cette force multipliée par la distance qu'il y a entre son point d'application et le centre de gravité crée ce qu'on appelle un moment. Ce moment, sur un avion, peut être un moment qui tend à faire lever le nez de l'avion ou bien un moment qui tend à le faire baisser. Dans le cas du Boeing 737 MAX, la position des réacteurs, qui a été rendue nécessaire par le fait que les jambes de train du 737 ne sont pas très longues, et donc l'avion est relativement bas. Comme on a voulu mettre des gros réacteurs, il a fallu qu'on les fasse remonter, les réacteurs. On les a mis donc devant l'aile et plus haut. Et ils ont une poussée très, très importante. Donc, déjà, ces réacteurs, comme ils sont placés sous le centre de gravité, quand ils poussent, ils ont tendance à faire lever le nez de l'avion. Ils ont tendance à le faire lever. Très bien. Normalement, la portance est appliquée en un point qui s'appelle le centre de poussée, et si le centre de poussée est à l'arrière du centre de gravité, la portance va avoir tendance à faire baisser le nez de l'avion. Autrement dit, dans certains cas, la poussée des réacteurs tend à faire lever le nez, mais la portance tend à faire baisser le nez. Ceci empêchant cela. Par contre, lorsqu'on est à basse vitesse, donc à angle d'incidence important, le centre de poussée augmente. Il peut éventuellement se trouver en avant du centre de gravité. Auquel cas, la portance elle-même aura tendance à faire lever le nez de l'avion et ça va s'ajouter avec la poussée des réacteurs. Donc tout ça fait que ils se sont rendus compte que cet avion, lorsqu'il est à basse vitesse et à poussée importante, c'est-à-dire au décollage, il se trouve dans une situation où les deux moments, celui de la portance et celui de la poussée, tendent à faire lever le nez de l'avion. C'est ce qu'on appelle un cas d'instabilité, c'est-à-dire que si il arrive une perturbation à ce moment-là qui tend à faire augmenter l'angle d'incidence va avoir tendance à continuer de monter. Et on va risquer de rentrer en décrochage. Donc, qu'est-ce que Boeing a fait pour contrer ça? Il a fait un système de trim automatique avec à l'avant, de chaque côté du fuselage, il a installé des sondes qui mesurent l'angle d'incidence. Et dès que l'angle d'incidence atteint une certaine valeur, le trim à l'arrière se mettait à trimer le nez vers le bas, de manière à empêcher l'avion de monter, de continuer d'avoir le nez qui a tendance à monter. Donc il va trimer l'avion pour le rendre plus stable. Le problème qui s'est posé, c'est que le MCAS, puisqu'il s'agit de ça, le MCAS a dysfonctionné. Et il a trimé l'avion trop fort vers l'avant. En trimant l'avion trop fort vers l'avant, ils ont atteint un point où même en tirant sur le manche, la gouverne de profondeur n'était pas assez efficace pour relever le nez. Mais cette panne est arrivée parce que l'une des deux sondes d'incidence était en défaut. Et qu'en plus de ça, les pilotes n'avaient pas été formés à ce MCAS, ils ne savaient pas comment faire, etc. Parce que sur les anciens 37, on avait la procédure Runaway Stabilizer. Toutes les fois qu'on voyait le trim dérouler de manière intempestive en avant ou en arrière, on avait la procédure qui consistait à couper les Stop Trim Collard Switches immédiatement. Sauf que les pilotes, là, dans le cas présent,
n'ont pas été formés à ça. Alors, ils n'ont pas été formés à ça. Pourquoi? Pour que les pilotes qualifiés sur Boeing 737, 800, 900, etc., n'aient pas à repasser une qualification pour voler sur le 737 MAX. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une erreur de Boeing qui s'est trouvée amplifiée par le fait qu'il y a eu un dysfonctionnement des sondes de mesure de l'angle d'incidence. Voilà. Voilà en Alors, gros le système. Molad, attends, exemple, Morad, 2 minutes. Morad, si tu permets, 2 minutes. Alors, Morad, en plus de MCAS, le Maneuvering Characteristic Augmentation System, quand il a été mis au point par Boeing et embarqué, c'était pratiquement le système que Airbus avait toujours adopté. La différence, c'est que sur Airbus, quand on perd 2 AO1, on mind de quel côté elle est, parce qu'il y a 2 à gauche et 1 à droite, ou le contraire, 1 à gauche et 2 à droite. Oui, 2 à droite, parce qu'il y a une stand-by aussi. Si on perd 2, là, l'avion va réagir de la même façon. En normal low, il va suivre son profile, il va faire descendre l'avion, même si le gars débranche son autopilot, même s'il tire comme un malade pour le remonter, même. Pour sortir de cette situation, Airbus avait même pondu un bulletin pour ça. Pour sortir, il faut passer en alternate low. Il faut passer en alternate low et sortir cet avion d'une façon manuelle en secours. Chose que, quand ils ont embarqué le MK sur le 300, ils n'ont pas averti, comme tu disais, les pilotes. Et c'était pratiquement une erreur monumentale parce qu'il y avait des histoires de certification et tout. Ils ont caché l'affaire. À partir du premier accident de Lion, Adi commençait à s'inquiéter. Le deuxième était pratiquement sûr qu'ils allaient arriver parce qu'ils avaient dit, il y a même une publication sur ça, ils avaient même fait une prévision sur, je ne sais pas, 2500 morts sur je ne sais pas combien d'années dans le cas où. Ça, pour eux, c'est des statistiques. Et les pilotes n'étaient pas du tout au courant, comme tu disais. Pour eux, ils étaient toujours dans la logique du trim. S'il y avait un problème, donc les stats trim, on les enlève et ils commencent à trimer avec la main. Mais alors là, ils étaient à 10 000 lieues années-lumière de savoir qu'un système a été embarqué à leur insu sans qu'ils leur montrent, qu'ils leur donnent le mode d'emploi. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand ils sont arrivés à arranger tout ça, il y a même le patron de la FAA qui est pilote, a fait un essai sur le nouveau système qui a été amélioré. Et je pense que c'est rentré alors dans l'ordre dans ce cas-là. Bon, ce qui se passe encore avec cet avion, eh bien parce que c'est un nouvel avion et que il y a pas mal de problèmes qui sont en train de résoudre au fur et à mesure. Mais ça ne veut pas dire que c'est un avion dangereux ou pas sûr, comme font penser beaucoup de monde à beaucoup de gens et qui font semer le doute à ces gens-là. En ce moment, il y a des Ryanair qui l'utilisent, Fly Dubai qui l'utilisent, il y a pas mal de compagnies qui utilisent cet avion. Bon, il n'y a pas eu de problème depuis. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Oui, tu avais répondu, c'est ce que je voulais dire. Et ce qu'il y avait de bien chez Airbus, c'est qu'ils nous préparaient en cas de passer en vol d'instruction, etc., au SIMU, que si tu perdais tes protections, il fallait pas aussi rester les bras croisés. Il faut pas compter sur les protections. C'est-à-dire qu'il faut toujours sur ses gardes et savoir piloter un avion. Exact. Voilà. Donc ça, il y a eu un manquement au niveau de la formation. Mais bon, ça arrive. C'est un avion qui est récent. Bon, il l'a reconnu. Il faut reconnaître que le 737 est une machine qui a subi tellement de modifications dans tous les trucs. Il a été rallongé, on lui a changé les moteurs, résultat des courses, on a atteint peut-être la limite de cet avion, voilà. Exact. Et puis il y a eu voilà, peut-être. Et tu sais, je vais te dire, la plus grosse crainte maintenant de Boeing avec cette histoire de Max, c'est l'A321 et XLR.
Et c'est pour ça Non, qu'ils sont absolument. prêts à tout faire pour se donner le compte et à qui mieux, qui sait qui peut faire le mieux, le plus vite possible, le plus rapidement possible. Bon. Messieurs, J'aimerais juste rajouter une phrase, si vous permettez. vas-y, Domaine. Le problème du Max, en fait, c'est à cause de American Airlines et Southwest, purement, qui ont demandé à Boeing de mettre le LEAP engine sur le 37, sinon ils vont acheter des Airbus, des A320, 21 Neo. C'est ça où ça commence, ça a commencé. Donc, pour mettre donc on sait que le 37 il est bas, donc c'est pour ça que les moteurs sont aplatis. Aplati est sorti. Et Voilà, il est sorti. voilà. Voilà. Donc, ils ont changé l'emplacement des moteurs, donc ça a changé le CG, pas mal de trucs ont changé. Voilà. La physionomie du 37 a changé, carrément. Mais comme disait JB, tu sais que le 37, il a eu tellement de succès, qu'ils ont utilisé tous les moyens possibles, inimaginables, pour garder la même pratiquement maquette, si j'ose dire, et la modifier à leur guise, la rallonger, l'élonger, lui mettre des winglets, lui mettre des espèces de X, sortir le réacteur, l'aplatir, le sortir, gonfler cet avion, mettre one way, l'aller, sinon double. Après, ça y est, ils auraient pu peut-être travailler sur un 47, oui, ils peuvent modifier, ils l'ont modifié aussi, jusqu'au 800, ensuite ils sont arrêtés. Tu te rappelles, et le truc, À mon avis, ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche quand Airbus a bossé sur le 320. Eux, ils n'avaient pas d'avion nouveau à proposer, c'est tout. Et donc ça remonte à loin, hein. Ça remonte à loin. Ça remonte aussi. Tu te rappelles quand ils ont acheté McDonald's, quand ils ont acheté le MD, ils ont vu qu'il y avait des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé le 717, le Boeing 717, qui ressemblait étrangement. Qui était le MD-80, voilà. Il ressemblait étrangement au MD-80-90. Alors qu'ils savaient très bien que ces avions-là avaient de gros problèmes avec le plan vertical, pas le vertical, la profondeur de cet avion avec ces deux réacteurs embarqués à l'arrière. Bon, tu sais, quand ça touche le commercial et quand ça touche les grandes puissances comme ça, c'est une suite d'événements. Il y a eu à la tête de Boeing des gens qui étaient plus attirés par la finance que par la technologie, et puis oui, update, hein, c'est ça le truc. Hein. Regarde, tu prends une boîte comme Sabena ou une boîte comme Swissair qui ont coulé parce que d'un seul coup il y a eu des financiers qui ont voulu faire un maximum de pognon, et ben ils ont fini par faire couler la boîte, c'est tout. Exact. Ben messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Vesosline Boeing, la NASA annonce un nouvel essai ce dimanche. Ben, c'est très possible. Starliner, oui, le Starliner. Parce que le gars, encore une fois, s'ils ont renoncé au nouvel essai, c'est que c'est toujours ça, une histoire de... Messieurs, Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. Allez, Voilà. à plus tard. Bisous. Merci tout le monde. Yes. JB, Bon vol à ceux qui volent. Double blanc, fais attention, prends la bouée avec le petit canard. Hein. Oui, j'ai toujours une bouée. Hein. J'ai toujours un peu genre de... D'accord. On est obligé de... Bonsoir. Allez, merci. bon courage. Merci. Allez. Merci. JB, c'est un plaisir de t'entendre. Double blanc, bon vol. Merci. Allez. Bon courage. Si tu as besoin d'assistance, je vais te suivre sur Flight Radar. Tu me dis, je te transmettrai les sigmètres et les météos. Non, il est Merci trop bas. beaucoup. Allez, au plaisir. Il est trop bas. Allez, ciao les amis. Mais si, Il a Nordine, 300 pieds. je fais du 10 000, 11 000, jusqu'à 140. Mais en général, c'est les airliners qui me font les relais. Hein. Ah ben, très bien. Donc, fais-nous partager après des vidéos comme d'habitude. Avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir. Allez, au plaisir. Ciao, les amis. Salut JB, salut Morin. Ciao. Salut le Salut, chat. ciao. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, ciao.